Le monde de Bill Réardon s'est brisé par une matinée de printemps frais lorsqu'un inconnu a frappé à sa porte, apportant des preuves de l'infidélité de sa femme. Alors qu'il écoutait les révélations de Beverly Dumont, Bill ne pouvait pas imaginer à quel point sa vie allait changer radicalement dans les 48 heures suivantes. Bill Réardon est un architecte et un très bon. Même au collège, il savait ce qu'il voulait faire, contrairement à beaucoup de ses amis qui n'avaient pas pris de décision avant la moitié de l'université. Bill a obtenu une licence en architecture de l'Université du Maryland. Il n'a pas pu poursuivre immédiatement des études supérieures car sa famille devait financer les études de sa jeune sœur et de son frère. À la place, Bill a réussi à décrocher un bon emploi dans un cabinet d'architecture bien connu du nord de la Virginie. Il a commencé en bas, ne faisant rien de plus qu'un travail de dessinateur. Après tout, on ne commence pas à concevoir des gratte-ciel tout de suite. Néanmoins, Bill se sentait à l'aise dans son travail et maîtrisait parfaitement les programmes de conception assistés par ordinateur utilisés. En étant économe avec ses revenus, Bill a pu économiser les fonds nécessaires pour suivre des études supérieures. Il a eu la chance d'être accepté dans le programme de 3e cycle de l'université Purdue. Son entreprise l'a vu partir avec regret car ils étaient satisfaits de son travail. Les économies de Bill n'étaient pas suffisantes pour couvrir toutes ses dépenses, il a donc dû travailler. Il a pris un emploi de dessinateur pour une entreprise locale d'ingénierie et de construction qui réalisait de nombreux travaux de contrat pour la ville. Il avait un horaire de travail flexible, mais avait la plupart de ses cours en soirée. Comme il devait souvent travailler pendant des heures sur l'ordinateur pour son employeur et ses devoirs, il se retrouvait souvent dans la cafétéria tard le soir. Il trouvait un coin tranquille et s'installait devant l'ordinateur jusqu'à l'heure d'aller en cours ou de rentrer chez lui. C'est dans la cafétéria un soir qu'il a rencontré Joanne. Parfois, la cafétéria était si vide le soir qu'il y avait plus de travailleurs que de clients. Joanne était l'une de ces travailleuses. Bill l'avait remarqué dès la première nuit où elle était venue travailler. Bien que Joanne soit habillée comme une serveuse, avec à peine de maquillage et les cheveux coiffés de manière peu à la mode, il la reconnaissait comme une femme très belle tant au visage qu'au corps. Au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus sociables l'un envers l'autre. Elle lui apportait souvent du café sans demander. Parfois, elle restait discuter avec lui quelques minutes, essayant de ne pas lui prendre trop de temps s'il était occupé à travailler sur un projet. Entre autres choses, Bill a appris qu'elle était une mère célibataire avec un enfant d'1 an à la maison. Et bien que les services sociaux du comté l'aidaient avec un certain revenu, elle devait quand même travailler à 2 emplois pour joindre les deux bouts. Bill a réalisé qu'il y avait une attraction mutuelle entre eux et lui a finalement demandé de sortir avec lui samedi soir. Joanne lui a dit qu'elle voulait vraiment sortir avec lui, mais qu'elle n'avait pas d'amis ou de proches qui pouvaient garder le bébé et le coût d'une baby-sitter était très élevé. Bill n'allait pas se laisser décourager par le coût d'une baby-sitter et lui a dit qu'il couvrirait cette dépense. Elle était vraiment dégoûtée et honteuse d'être si pauvre qu'elle devait compter sur la gentillesse de Bill pour passer du temps avec elle. C'était plus qu'honorable de la part de Bill de le faire. Le vendredi après les cours, Bill est entré dans le petit appartement de Joanne. Joanne était déjà là et habillée pour leur rendez-vous. Sa tenue confirmait l'évaluation antérieure de Bill sur son beau visage. La nourrice de Joanne était également là. Joanne était impatiente que Bill voie sa petite fille, alors elle l'a emmenée dans le salon pour les présenter. Bill pensait que c'était le bébé le plus beau qu'il n'ait jamais vu. Elle s'appelait Joyce. Ainsi a commencé la relation entre Bill et Joanne. Au cours des mois suivants, Bill est tombé amoureux de Joanne et de son bébé. Il n'était pas du tout gêné par le fait que Joanne était une mère célibataire avec un bébé. Joanne est tombée amoureuse de Bill et était reconnaissante qu'il ait accepté le bébé aussi volontiers comme faisant partie de leur relation. Joanne a admis qu'elle avait accouché du bébé hors mariage. Selon elle, elle était en relation longue durée avec son petit ami de lycée. Lorsqu'ils fréquentaient tous deux le collège communautaire, elle est tombée enceinte. Son petit ami voulait qu'elle avorte, mais elle a refusé. Il l'a bientôt quittée et est parti étudier dans un autre État. Depuis lors, elle a dû lutter avec un bébé et des dépenses de subsistance. Les services sociaux l'ont aidée et lui ont fourni un certain revenu. Sa famille l'a également aidée de temps en temps, mais elle n'était pas très aisée elle-même.
Elle travaillait à 2 emplois pour augmenter ses revenus. Après quelques mois à apprendre à se connaître, ils ont commencé à dormir ensemble. Lorsque Bill approchait de la fin de son master, il a demandé à Joanne de l'épouser. Joanne était aux anges. Elle avait trouvé un homme qu'elle aimait et qui voulait vraiment être le père de son enfant, et en fait l'aimait autant qu'elle l'aimait. Après l'obtention de son diplôme, Bill, Joanne et Joyce sont retournés dans le nord de la Virginie où Bill a retrouvé un emploi chez son ancien employeur. Cette fois, en raison de son haut niveau d'éducation et d'expérience, il a été embauché à un niveau bien plus élevé qu'auparavant et à un salaire bien plus élevé. Bill et Joanne ont loué une maison de ville de 3 chambres avec un garage pour 2 voitures. C'était bien plus que suffisant pour leur petite famille. Environ 1 an après s'être installés dans leur maison, Joanne est tombée enceinte. Ils ont eu un garçon qu'ils ont nommé Richard, mais qu'ils surnommaient Richie. Bill a continué à travailler avec succès en tant qu'architecte, mais il n'aimait pas concevoir de grands bâtiments, des centres commerciaux et des complexes d'appartements. Une partie de cette insatisfaction était due au fait qu'il ne faisait toujours qu'une petite partie de la conception. De plus, il voyait rarement les résultats de ses efforts car il fallait généralement des années avant qu'un projet ne soit achevé, et les projets eux-mêmes étaient souvent hors de l'état. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était de concevoir des maisons. Quand Joyce avait 7 ans et Richie 5 ans, Bill a trouvé une maison à acheter pour eux. De son point de vue, c'était parfait. Elle était située dans une impasse d'un bon quartier et le district scolaire avait de bonnes notes. Alors que pour beaucoup de gens cette maison aurait pu sembler ordinaire, ce n'était pas le cas pour Bill. Son œil aiguisé d'architecte voyait la maison parfaite où il pourrait à la fois élever ses enfants et gérer son entreprise. La maison était une villa de 4 chambres à coucher, 3 salles de bain et demie, avec un grand salon, une grande salle familiale et une grande salle à manger. Elle avait également un garage pour 2 voitures. Mais ce qui attirait le plus Bill, c'était que la maison avait un sous-sol complet où il pourrait installer son entreprise d'architecture domestique. Bien que le sous-sol ne soit actuellement pas aménagé, Bill voyait qu'il était agencé de manière à pouvoir recevoir des clients, concevoir des projets et réaliser des maquettes au besoin. De plus, le sous-sol avait des porte-fenêtres françaises donnant sur une petite cour paysagée privée. Le prix demandé était de 700 000 $, et Bill a rapidement proposé d'acheter la maison pour ce montant. Il savait qu'il devrait dépenser au moins 100 000 $ de plus pour rénover toute la maison et finir le sous-sol. Néanmoins, il estimait que cela en valait largement la peine. Joanne pensait aussi que c'était parfait, et les enfants étaient ravis d'avoir chacun leur propre chambre. 12 ans plus tard, Bill prospérait en tant que concepteur de maisons. En plus de se forger une bonne réputation en tant qu'architecte capable de concevoir tout, des villas au quadriplex, il détenait un certain nombre de brevets sur des idées de conception de maisons. Il a conçu une série de maisons très peu coûteuses, et il a pu construire une maison au milieu du sous-sol. C'était une maison adaptée aux personnes qui ne pouvaient essentiellement pas se permettre une maison classique. Il a également inventé des maisons pliantes pour les habitants de pays moins développés qui leur permettaient de profiter de tout le confort et de la protection d'un foyer, y compris l'eau, le gaz et l'électricité, sans avoir besoin de fondations coûteuses et de travaux de construction étendus. Il avait également conçu des extensions qui pouvaient être ajoutées de temps en temps sans que la maison ne paraisse comme un ajout disgracieux au design original. Une famille pouvait commencer avec une maison d'1 étage et 2 chambres à coucher, et des années plus tard avoir une grande et belle maison de 4 ou 5 chambres qui évoluait avec la famille et ses finances. Peu de temps après que Richie soit allé à la maternelle, Joanne a exprimé son désir de travailler. Elle a décidé de se lancer dans une carrière dans l'immobilier. Elle pensait qu'en travaillant en tant qu'agent immobilier, elle pourrait gérer son propre emploi du temps et ainsi être à la maison avec sa famille au besoin. De plus, elle pourrait gagner un peu d'argent de temps en temps, ce qui lui donnerait l'impression de contribuer au budget familial. Bill était d'accord avec son choix de carrière et pensait que ce serait une bonne idée et lui permettrait de sortir de la maison et de faire quelque chose d'intéressant. Le coût du programme de formation d'agent immobilier était très abordable. En quelques semaines seulement, Joanne avait déjà réussi ses examens de courtier immobilier ainsi que ses examens d'État. Elle a décidé de rejoindre une entreprise immobilière locale qui ne comptait qu'une douzaine de bureaux.
Il s'est avéré que Joanne était une vendeuse immobilière née naturellement. Sa beauté et sa personnalité agréable faisaient d'elle la professionnelle parfaite pour travailler avec les gens. Après un démarrage lent et quelques faux pas, elle a réussi en tant qu'agent représentant les vendeurs et les acheteurs. Cela dit, elle aimait travailler avec les acheteurs. Avec le temps, Joanne est devenue de plus en plus performante dans l'immobilier. Après quelques années, elle est devenue l'une des meilleures agents de sa société et contribuait de manière significative au budget familial. Finalement, une opportunité s'est présentée pour devenir courtier gérant dans un nouveau bureau, et Joanne a postulé. En plus de posséder toutes les certifications et les accréditations de sa licence initiale, Joanne a pris le temps d'obtenir sa licence de courtier. Sa société était ravie de l'avoir pour gérer le nouveau bureau immobilier. Sous la direction de Joanne, elle a rapidement eu 17 agents immobiliers. Non seulement elle continuait à gagner de l'argent sur ses commissions, mais elle touchait également un pourcentage sur les commissions de ses agents subalternes. Comme le lecteur peut probablement le deviner, le dévouement de Joanne à sa carrière prenait de plus en plus de temps à la famille. Et aux factures. Joanne quittait tôt la maison et était absente la plupart de la journée. Elle travaillait souvent les week-ends lorsqu'il y avait une journée portes ouvertes à surveiller. Elle organisait également des formations continues pour ses agents les week-ends et en soirée afin qu'ils aient une semaine libre pour travailler avec les clients. Comme l'entreprise de Bill était centrée chez lui, Bill a commencé à prendre de plus en plus de responsabilités familiales. Bill se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, préparer les déjeuners pour Joyce et Richie et les accompagner à l'arrêt de bus. Le soir, il les aidait à faire leurs devoirs, participer aux activités scolaires et assister aux événements sportifs. Si sa femme était en retard, Bill prenait en charge la préparation du dîner. Il est devenu un assez bon cuisinier et cuisinait souvent avec Joyce, essayant de nouvelles recettes. Les contacts intimes entre Bill et Joanne devenaient de moins en moins fréquents. En rentrant chez elle, Joanne était souvent fatiguée et après le dîner et un verre de vin, elle se couchait tôt. Bill a fait plusieurs tentatives pour raviver leur intimité, mais aucune n'a été couronnée de succès. L'histoire de Bill a commencé un matin de fin de printemps. Il rentrait chez lui de l'aéroport où il avait déposé sa femme pour l'envoyer à la conférence immobilière annuelle de 3 jours. En tournant au coin de sa rue, il a remarqué un vu-blanc garé au bord du trottoir devant sa maison. En entrant dans son allée, il a vu une femme assise sur les marches du porche. Il arrêta la voiture dans l'allée plutôt que de la mettre dans le garage pour saluer son invité. Quand il sortit de la voiture, la femme sur le porche se leva et attendit qu'il s'approche d'elle. Bill évalua la femme de loin. Elle mesurait environ 1,64 m. Ses cheveux châtain clair étaient relevés sur sa tête. Elle avait un visage agréable. Elle aurait été jolie si elle avait porté du maquillage, mais ce n'était pas le cas. À travers les rides sur son visage, Bill réalisa qu'elle avait la quarantaine, voire entre 40 et 45 ans. Elle avait une belle silhouette, qu'elle ne cherchait pas à mettre en valeur dans son pantalon bleu ardoise et son chemisier blanc ample. Néanmoins, Bill remarqua qu'elle avait une taille fine et une poitrine impressionnante. La dame prit la parole en premier. « Es-tu Bill Reardon ?» demanda-t-elle. En même temps, elle lui tendit la main pour une poignée de main. « Oui », répondit Bill à la fois à sa question et à la poignée de main. Avant qu'il ne puisse demander à la dame quel était son nom, elle reprit la parole. « Je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Beverly Dumont. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Dumont? Peut-être avons-nous un rendez-vous que j'aurais oublié? Veuillez m'appeler Beverly. Et si je peux vous appeler Bill, dit-elle. Et non, nous n'avons pas de rendez-vous. Cependant, il est important pour moi de vous parler. Répondit Bill. Beverly et Bill alors. Bill remarqua que Beverly ne souriait pas et n'avait pas l'air particulièrement heureuse. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Bill ouvrit la porte d'entrée devant elle. Il remarqua que Beverly avait soulevé son sac à dos, qui semblait assez lourd. Une fois à l'intérieur de la maison, Bill conduisit Beverly dans le spacieux salon familial. Beverly choisit un siège sur le canapé en face de la grande table basse. Bill s'apprêtait à s'installer dans son fauteuil Lazy Boy préféré. Puis il se souvint de ses manières et demanda à son invitée si elle voulait quelque chose à boire.
Un verre de vin serait agréable, déclara-t-elle. Du vin rouge corsé si vous en avez, ajouta-t-elle. Le vin rouge fort est mon préféré, répondit Bill. Bill se rendit à la cuisine et versa 2 verres de carnivore, son cabernet sauvignon préféré. Il revint avec 2 verres de vin et une bouteille, qu'il plaça sur la table basse. Beverly prit immédiatement plusieurs grandes gorgées de vin. Bill remarqua qu'elle était préoccupée par quelque chose. « Que puis-je faire pour vous, Beverly ?» demanda Bill, une note plus sérieuse dans sa voix maintenant. Beverly prit une autre gorgée de vin et dit alors : « Ce que je suis venu discuter avec vous est très personnel et très difficile à aborder. Vos sentiments seront très blessés, donc je vais le dire franchement. Je suis la propriétaire de la société de location et de mise en scène de meubles Dumont. Notre principale source de revenus est la mise en scène de maisons à vendre. Nos meilleurs contacts sont les agences immobilières et les agents immobiliers. Je ne le fais pas moi-même. Je gère les opérations quotidiennes de l'entreprise. Mon mari Linerd est le représentant marketing de l'entreprise. Il travaille donc personnellement avec les courtiers et les agents. Le bureau de votre femme le connaît bien. Et votre femme aussi. » La manière dont Beverly prononça la dernière phrase fit nouer l'estomac de Bill. « Continuez, Beverly, dit-il d'un ton sec. Je suis désolé de te dire ça, Bill, mais mon mari et ta femme ont une liaison. Autant que je sache, cela dure depuis plus de 7 mois. Ils se voient au moins une fois par semaine, généralement dans une maison en vente et suffisamment meublée pour y avoir un lit. La maison est toujours répertoriée comme étant sur rendez-vous uniquement. Et bien sûr, ta femme n'autorise aucune réunion pendant qu'ils l'utilisent. » Maintenant, c'était au tour de Bill de prendre une grande gorgée de vin. « J'ai vraiment du mal à y croire, Beverly. As-tu des preuves? Des photographies? Des vidéos? » « Oui et non, répondit Beverly. « Au début, je n'avais que des sentiments vagues que quelque chose n'allait pas comme il le devrait. Ce sont de petites choses qui me semblaient étranges. Par exemple, mon mari ne faisait pas autant de choses en une journée qu'il aurait dû. Parfois, je ne pouvais pas le joindre, son téléphone portable était éteint et je ne le trouvais pas sur FriendFinder. Ensuite, j'ai pensé sentir son parfum de temps en temps. Cela coïncidait avec les jours où je ne pouvais pas le trouver. Il y a eu d'autres incidents, mais finalement, j'ai réalisé qu'il pourrait avoir une liaison. Je ne peux pas exprimer à quel point j'étais épuisé intérieurement après avoir tiré cette conclusion. J'étais nerveuse, j'ai perdu du poids, je ne pouvais pas faire mon travail. J'étais un vrai désastre. Alors j'ai décidé d'aller au fond des choses et j'ai engagé une société d'investigation privée pour le suivre. Une semaine plus tard, ils m'ont informé qu'il avait été vu entrant dans une maison en vente avec une femme. Ils sont arrivés dans des voitures différentes. La voiture de la femme avait un logo d'agence immobilière sur la porte. Ils restaient généralement dans la maison pendant environ 2, parfois 3 heures, puis repartaient séparément. Il n'a pas été difficile pour une agence de détective privée de déterminer que la femme était Joanne Réardon, ta femme. Ce schéma de rendez-vous se répétait de semaine en semaine. Cependant, je n'ai pas une seule photographie ou vidéo. C'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Je suis désolé de te déverser tout cela, Bill, de cette manière si froide. En fait, j'aimerais que quelqu'un s'adresse à moi de la même manière. Alors je n'aurais pas à être tourmenté par le doute et l'incertitude pendant des mois. » Bill était désemparé quant à ce qu'il devait dire et comment répondre. Il s'apprêtait à dire à Beverly qu'il ne la croyait toujours pas quand leur conversation a été interrompue par un appel sur le téléphone portable de Beverly. Beverly s'excusa en levant la main pour indiquer qu'elle devait prendre l'appel. Bill ne put entendre qu'un seul côté de la conversation. « Comment se passent les préparatifs ?» demanda-t-elle à la personne au téléphone. « Toutes les pièces sont-elles prêtes? Audio et vidéo? Pourrons-nous le tester bientôt? D'accord, je vais raccrocher. » Beverly raccrocha et se tourna vers Bill. « Puis-je me connecter à ton serveur Internet, s'il te plaît ?» Disant cela, Beverly sortit un ordinateur portable de son sac à dos et le posa sur la table basse. Bill, tel un robot, essayait de comprendre comment faire fonctionner le téléphone. Le robot tapa le mot de passe pour se connecter à Internet. Pendant que Beverly allumait l'ordinateur portable,
elle continuait de parler à Bill. « Tu viens juste de rentrer de l'aéroport, n'est-ce pas ?» Répondant à sa propre question, elle continua. « Tu as emmené ta femme en vol à Atlanta pour une conférence régionale sur l'immobilier. » « Oui, » répondit Bill. « Elle y va chaque année. Elle m'a dit qu'elle y recueille beaucoup d'informations utiles sur la commercialisation de l'immobilier, comment attirer les acheteurs et les vendeurs, et ainsi de suite. Parfois, elle achète de nouveaux logiciels qui lui sont utiles au bureau, et elle discute avec diverses entreprises liées à l'immobilier. Comme la mienne, par exemple, intervint Beverly. J'ai conduit mon mari à l'aéroport il y a environ 2 heures. Je suis sûr qu'il est dans le même vol que ta femme. Mon mari assiste à la même conférence chaque année. Il fait même une présentation sur les avantages de la mise en scène devant un public combiné. C'est très convaincant et cela lui a permis d'attirer de nombreux clients, tant des agences immobilières que des agents individuels. Savais-tu, Bill, que selon mes investigations, ta femme n'a aucune réservation d'hôtel à la convention? Ni à son nom, ni au nom de son entreprise. Je crois qu'elle a l'intention de s'installer dans la suite de mon mari. Beverly jeta un coup d'œil à sa montre. Leur avion devrait atterrir d'une minute à l'autre. Je n'attends pas d'appel de mon mari avant qu'il n'arrive à l'hôtel. Ta femme va probablement t'appeler aussi. Bill répondit, oui. Elle a dit qu'elle appellerait une fois arrivée, et de nouveau plus tard après s'être installée dans sa chambre. À ce moment-là, Bill sentait un nœud se former dans son estomac qui devenait de plus en plus gros. « Dis-moi ce qui se passe, Beverly, » ordonna-t-il. « Tu mérites de tout savoir, » répondit Beverly. « J'ai longtemps soupçonné que ta femme et mon mari avaient l'intention de passer du temps à l'hôtel. Je voulais le prendre en flagrant délit en vidéo. Il y a quelques jours, j'ai loué une chambre dans leur hôtel au nom de mon entreprise. Hier et ce matin, mes enquêteurs ont placé de nombreuses caméras vidéo et des appareils d'enregistrement dans les chambres. Les caméras sont connectées à un serveur qui diffuse en direct ce qui se passe à moi via mon ordinateur et le même ordinateur installé dans le bureau de mon avocat. Tout sera enregistré. » Bill demanda, « Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'autre de voir l'image ? » « Un mot de passe est requis pour accéder au site. »« Seulement moi et mon avocat avons le mot de passe, » répondit Beverly. Le téléphone portable de Bill sonna. « Judging by the ringtone, it was Joanne. »« Je viens d'arriver, » dit la voix joyeuse de Joanne dès qu'il répondit. « Comment s'est passé le vol ?» demanda Bill. « Facile, j'ai décidé de me faire plaisir et j'ai volé en première classe. J'ai eu un bon déjeuner et j'ai même réussi à faire une petite sieste. Bien sûr, la société paiera tout cela, ainsi que la conférence et la chambre d'hôtel. » Bill termina la pensée. « Et tu pourras déduire tout ça de tes impôts en tant que frais professionnels, n'est-ce pas? »« C'est exact, chérie, » dit-elle. « L'année prochaine, tu devras venir avec moi et nous en ferons des vacances. Atlanta est un endroit formidable pour les touristes. » « Et les amoureux, » dit Bill sans même y penser. Beverly leva rapidement les yeux et secoua la tête comme pour dire à Bill de ne pas laisser entendre ses soupçons. « Alors c'est un rendez-vous, » ajouta rapidement Bill. « Même si tu dois passer du temps avec tes amis agents immobiliers en journée, nous nous offrirons des vacances. Le soir, je voudrais seulement te voir dans ton négligé rouge vif. » Joanne répondit, « Mes bagages sont là. Je dois y aller. Je t'appellerai ce soir de l'hôtel. Ce sera probablement tôt ce soir car il y a un cocktail social prévu à 19 h dans la salle de réunion. » « D'accord, bébé, » signa Bill. « Je t'aime. N'oublie jamais ça. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. » Bill se tourna vers Beverly. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle nous a fait ça, à moi, à nous, à notre famille. » « Je ne voulais pas y croire non plus, » dit Beverly. Tous les petits indices me rongeaient comme de l'acide. Maintenant, après tous ces mois, je dois m'en assurer. Beverly tapa quelques caractères sur l'ordinateur. « C'est ça, » s'exclama-t-elle. Le téléphone sonna. Elle regarda l'identifiant de l'appelant noté pour Bill, c'était son enquêteur, Paul Drake, et décrocha. « Je peux tout voir, » dit-elle. Encore une fois, Bill n'entendit que la version de Beverly de la conversation. « Oui, l'image est très claire. Comment puis-je passer d'une pièce à l'autre? Et le son?
D'accord, je vais monter le volume. Bill entendit ensuite une voix derrière l'ordinateur. Comment peux-tu m'entendre? Demanda Beverly, clair comme un cristal. La voix continua. Je vais passer d'une pièce à l'autre de la suite et je veux que tu me suives en changeant de caméra. Je vais parler en avançant. Vérification 123, vérification 123. Ça fonctionne, évalua Beverly. La voix de l'enquêteur continua. Je sais qu'ils sont arrivés. Maintenant nous allons nettoyer la chambre et partir. Quand ils arriveront, nous serons dans le hall et je te texterai ce que nous voyons et prendrai des photos. Merci, Paul. J'attends avec impatience tes appels. Beverly se tourna vers Bill et dit « J'ai besoin de passer un dernier appel à mon avocat. » Beverly appuya sur la touche d'appel rapide de son téléphone portable et son avocat répondit immédiatement. « Tu es en ligne. D'accord. Donc tu vois et entends tout est enregistré, n'est-ce pas ?» Raccrochant le téléphone, Beverly prit une autre grande gorgée de vin, vidant son verre. Elle se resservit un autre verre. Puis elle reporta son attention sur Bill. « Je sais que c'était intrusif de ma part de te charger comme ça. Même si tu me croyais, je ne suis pas sûr que j'aurais fait ça. » Avec le temps, Bill devint de plus en plus sombre. Il dit à Beverly qu'il devrait boire quelque chose de plus fort s'il voulait tenir le coup. Il se dirigea vers la cuisine et demanda à Beverly si elle voulait aussi quelque chose de plus fort. Beverly se contenta d'une bouteille de vin. Bill revint de la cuisine avec une bouteille de bourbon et un verre à shot. Pendant qu'ils attendaient, Beverly essaya de changer de sujet pour quelque chose de plus léger. « Mes enquêteurs m'ont dit que tu as une fille et un fils. » « Est-ce vrai? » »« Oui, c'est vrai. Ma fille s'appelle Joyce. C'est en fait ma fille adoptive. Elle avait 1 an quand j'ai rencontré Joanne. Elle est maintenant en 2e année à l'université. Même si ce n'est pas loin, nous avons décidé de lui louer un petit appartement qu'elle partage avec des amis. Elle est impliquée dans le sport, l'art et de nombreuses autres activités, mais elle arrive à rentrer chez elle le week-end si possible. « Et ton garçon ?» demanda Beverly, voulant maintenir la conversation. « Il s'appelle Richard, mais tout le monde l'appelle Richie. Il est né 2 ans après que Joanne et moi nous soyons mariés. Il est maintenant au lycée. Il fait aussi du sport. Ce week-end, il part pour un match de football. Il rentrera samedi après-midi. » Bill réfléchit un moment, puis ajouta « Il est probablement préférable qu'ils partent tous les deux en week-end. » Il y eut un silence gênant dans la conversation jusqu'à ce que Bill se tourne vers Beverly. « Quelle est ton histoire? Qui est ce mari qui cohabite avec ma femme? » Beverly soupira, puis commença son récit. « La société de location et de mise en scène de meubles Dumont a été fondée par mes parents il y a plus de 30 ans. J'ai travaillé pour eux jusqu'à leur retraite, moment où j'ai pris la direction de l'entreprise. Lorsqu'ils sont décédés, l'entreprise m'est revenue. La société a connu un succès modéré, et en grandissant, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, surtout pour la commercialisation de nos services. J'ai rencontré Leonard Lenny il y a environ 7 ans. Bien qu'il soit 5 ans plus jeune que moi, nous nous sommes tout de suite bien entendus. Lenny est très charismatique et très bavard. C'est un naturel, une très bonne personne. Après notre mariage, il s'est lancé dans le marketing. Cela comprenait la publicité, les ventes, le service client. Il a créé le site web de notre entreprise. Dans son domaine, Lenny était souvent absent de la maison. Il se rendait régulièrement dans tous les bureaux immobiliers dans un rayon de 100 miles qui avaient besoin de mise en scène, ainsi que dans les entreprises ouvrant des bureaux qui avaient besoin de mobilier de bureau. Lenny se constituait une clientèle importante. Il gagnait son salaire. Maintenant, je soupçonne qu'il agissait même avant de rencontrer votre femme. Mais pour une raison quelconque, il l'appréciait particulièrement. Je pense que c'est la plus longue liaison qu'il ait jamais eue. Beverly continua. Même si Joanne a 10 ans de plus que mon mari, c'est toujours une très belle femme. Et, comme mon mari, elle est aussi une vendeuse née. Je suppose qu'ensemble, ils se sont vendus tout ce qu'ils pouvaient et se sont dit à quel point ils étaient attirants. Bill et Beverly restèrent silencieux un moment. Enfin, le silence anxieux fut rompu par un message qui arriva sur le téléphone portable de Beverly.
Ils ont enregistré à l'hôtel, disait simplement le message. Mais il était accompagné d'une photo du mari de Beverly et de la femme de Bill se tenant la main à la réception. Il monte, indiquait le message suivant. Bill, qui n'avait toujours pas regardé l'écran d'ordinateur de Beverly, se leva de sa chaise, prit une bouteille de bourbon et un verre, et s'assit sur le canapé à côté de Beverly. Elle se serra les bras autour d'elle en prévision de ce qu'elle craignait de voir. Le son était assez sensible, et ils entendirent la carte-clé être insérée dans la serrure de la porte. La porte s'ouvrit rapidement, et Lenny abaissa rapidement leur bagage au sol. Avant même que la porte ne se referme, Lenny tourna Joanne pour la faire face et l'embrassa. Joanne lui rendit son baiser. « Plus de temps à perdre, bébé, » dit Lenny, « pas une minute de plus. » Sans plus attendre, les deux adultères se mirent à l'œuvre, pendant que Bill et Beverly regardaient. Beverly n'était plus une femme maîtresse de ses émotions. Elle pleurait. « Comment a-t-il pu ?» se demanda-t-elle. « Je l'aimais tellement. » Bill entoura Beverly de ses bras et la serra contre lui. Il était tout autant brisé par ce qu'il venait de voir. Des larmes coulaient également sur son visage. « J'avais besoin de ça, » dit Joanne. « Tiens bon un peu. J'ai besoin d'appeler à la maison. » Bill regarda sa femme se redresser sur le bord du lit. Elle prit le téléphone et composa un numéro. Quelques secondes plus tard, le téléphone de Bill sonna. Il ne savait pas s'il devait répondre à l'appel. Il répondit tout en regardant l'écran de l'ordinateur de Beverly. « Salut chérie, tout est en ordre. Je vais faire une sieste avant de descendre au service social. Je vais faire une sieste avant de descendre au service social. Je veux juste que tu saches que je t'aime. » Bill fixait l'écran pendant que Lenny s'asseyait sur le lit derrière Joanne. Bill ne pouvait plus supporter et dit simplement « Au revoir, je te verrai dimanche après-midi. » Puis il raccrocha. Sur l'écran, Bill vit que Joanne réagissait à cette fin abrupte de la conversation, mais n'y prêta pas attention. Bill ne pouvait plus regarder. Il ne pensait pas que Beverly le pouvait non plus. Ils pleuraient tous les deux encore. Bill essaya de détourner l'attention de Beverly et la sienne des événements dans la chambre d'hôtel en suggérant qu'elle aimerait peut-être voir son bureau d'architecture au sous-sol. Beverly accepta volontiers. Il la conduisit en bas dans ses bureaux. Bill apporta une bouteille de bourbon avec lui, et Beverly apporta du vin. Il lui montra son système de conception assisté par ordinateur, le système CAD, une table de modélisation et un salon pour les clients. Beverly fut impressionnée par les nombreux dessins et photographies accrochés au mur des maisons que Bill avait conçues. Finalement, ils se dirigèrent vers un petit patio extérieur au sous-sol. Bill et Beverly discutèrent de leur projet. Tous deux pensaient que le divorce était la seule solution, bien que Bill n'en soit pas si sûr. Beverly était en bonne situation financière. Elle était la seule propriétaire de son entreprise. Essentiellement, Lenny était un employé salarié. Aussi précieux qu'il ait été pour le marketing de Dumont ces dernières années, il était remplaçable. Pendant les heures suivantes, Bill et Beverly essayèrent de faire des choses pour occuper leur esprit. Mis à part cela, rien ne se passa pendant que les deux adultères étaient à leur heure sociale. Bill se porta volontaire pour préparer des sandwichs et Beverly réchauffa de la soupe. Ils passèrent le temps en reléguant les événements à l'hôtel au second plan. Vers 22h30, les deux eurent une réunion. Vers 22h30, Bill et Beverly entendirent des voix sur l'ordinateur et s'installèrent sur le canapé avec des boissons. Les adultères retournèrent dans leur chambre. Bien que Joanne n'arrivait pas à se détacher de Lenny, il l'a écartée en disant qu'il devait appeler sa femme. Le téléphone portable de Beverly a sonné. « Salut, bébé », dit-elle. « Salut, ma poupée », répondit Lenny. « J'ai déjà fait l'enregistrement. C'est une superbe chambre. C'est une suite. Il y a un coin salon, un bar, un micro-ondes et un réfrigérateur. » « Merci. De rien, ma chère. Je pensais que tu pourrais utiliser la pièce supplémentaire pour socialiser avec les clients tout en leur parlant des capacités de notre entreprise. Tout peut être imputé au marketing. » L'attention de Lenny était divisée, et il peinait à se concentrer sur la conversation téléphonique. Il devait la terminer. « Je suis vraiment fatigué, chérie. Je t'appellerai demain. »
Je t'aime. Beverly répondit entre ses dents serrées. Tu ne sais pas combien je t'aime. Ils observèrent leur conjoint pendant encore quelques minutes. Joanne demanda à Lenny, « Depuis quand joues-tu avec ta femme ?» Lenny répondit, « Depuis que nous nous sommes mariés, j'aime les femmes. Elles sont comme des fleurs attendant d'être cueillies. Les femmes mariées sont particulièrement attirantes car elles ne cherchent généralement pas une relation permanente et me disent souvent qu'elles aiment encore leur mari. » « Et toi ?» répliqua Joanne. « J'aime mon mari. Il m'a sauvé, moi et ma fille, d'une vie de pauvreté. Nous avons un merveilleux fils. Bill a économisé suffisamment d'argent pour les envoyer tous les deux à l'université. Il m'a envoyé à l'école de l'immobilier. Nous avons une très belle maison et beaucoup d'amis. Nous avons une vie merveilleuse ensemble. Alors pourquoi cela ? Demanda Lenny. J'ai découvert il y a quelque temps, continua Joanne. Quand je débutais en tant qu'agent immobilier, un acheteur fortuné m'a fait une offre. Il a dit qu'il achèterait cette maison à un prix spécifié si je couchais avec lui. Il était bel homme et très poli avec moi. J'ai accepté à contre-cœur. Il m'a emmené dans sa chambre d'hôtel et j'ai adoré ça. Et j'ai touché une énorme commission. Officiellement, je suppose que cela fait de moi une prostituée. Cependant, après cet incident, j'ai décidé que si j'avais besoin de le refaire pour vendre une maison, je le ferais. Cela n'arrivait pas souvent, peut-être 2 fois par an, mais je faisais ce qui était nécessaire pour vendre. Bill était très content pour moi et a dit que ma personnalité faisait de moi une excellente agent immobilier. Il avait en partie raison. En fait, tu es le premier homme avec qui j'ai eu une romance durable. Cependant, je ne m'attends pas à ce que notre relation dure éternellement. À un moment donné, nous en aurons assez l'un de l'autre jusqu'à ce que nous nous arrêtions tout simplement. Tu deviendras alors juste un souvenir secret et agréable. Je devrais rentrer avant d'être trop ivre pour conduire, annonça Beverly. Elle sortit un stylo et un bloc-notes de son sac à dos et écrivit quelque chose. Si tu veux regarder ce désastre sur ton ordinateur, voici l'adresse du site web et le mot de passe. Elle éteignit l'ordinateur, referma le couvercle et le mit dans son sac à dos. Je serai de retour ici dimanche matin quand ils quitteront l'hôtel pour te remettre les DVD que mon avocat a gravés. Fais-moi part de tes intentions. J'ai l'intention de rencontrer mon mari tout de suite. Bill a accompagné Beverly jusqu'à sa voiture. Quand il a ouvert la porte devant elle, elle s'est tournée vers lui et lui a donné une étreinte serrée qui a duré plusieurs minutes. En fait, ils se sont enlacés. Ensuite, elle est partie en voiture. De retour à la maison, Bill s'est dirigé vers son bureau et a débranché l'ordinateur portable, ce qui était un peu pénible. Il est entré dans son bureau et a débranché l'ordinateur portable, qui était connecté à un moniteur, une imprimante et d'autres périphériques. Il l'a apporté dans la salle familiale, l'a posé sur la table basse et l'a branché. Puis, en le mettant en marche, il a saisi l'adresse du site web et le mot de passe. Il n'a pas vu sa femme sur la première image de la chambre d'hôtel et a changé pour une autre jusqu'à ce que l'image du lit apparaisse. Il faisait nuit et les lumières étaient éteintes, mais la faible lumière de la caméra vidéo montrait sa femme allongée dans le lit avec Lenny, le mari de Beverly. Pour la première fois, Bill a pu analyser ses sentiments. Il était blessé, très blessé. Comment Joanne pouvait-elle lui faire ça, à eux, à leur mariage? Et il était humilié. Non seulement cela, mais Joanne a admis qu'elle s'amusait avec d'autres hommes pour vendre des maisons. Cette admission seule l'a convaincu que le divorce était la seule issue. Bill pensait que leur vie était confortable, et c'est à ce moment-là que Bill est devenu en colère. Comment pouvait-elle lui faire ça, à lui, à la famille qu'il aimait, aux enfants, au mariage? Il sentait qu'il ne pouvait pas justifier les actions de Joanne. La seule chose à faire était le divorce. Il ne deviendrait pas un cocu consentant. Sa fierté et son estime de soi ne lui permettraient pas d'être marié à une femme qui lui montrait un tel manque de respect. Bill a continué à boire, trop. Une somnolence l'a envahi. La dernière chose dont il se souvenait était vers 23 heures, quand Lenny a réveillé Joanne d'un profond sommeil. Dimanche après-midi, le taxi s'est arrêté devant la maison Réardon. Il aurait pu se garer dans l'allée, mais la voiture de Joanne Réardon était garée là. Joanne Réardon est sortie du taxi au moment où le coffre s'ouvrait.
En regardant autour d'elle, elle a remarqué sa fille Joyce assise sur les marches du porche couvert. Elle s'est tournée vers sa fille. « Aide-moi avec mes bagages, s'il te plaît. » Joanne s'est retournée pour prendre ses bagages, que le chauffeur avait déposés sur le trottoir. Elle allait laisser un sac pour Joyce, mais quand elle l'a cherché, elle était toujours debout sur les marches du porche. Sans bouger. Avec difficulté, Joanne a traîné la valise à travers la pelouse, en passant un sac à main par-dessus son épaule et en tenant la mallette d'une main. Joyce l'observait sans expression. Quand Joanne a finalement atteint l'allée en ciment devant le porche, elle a tout posé par terre. Elle était visiblement en colère. « Tu aurais pu m'aider, tu sais. » Joyce n'a pas réagi ni rien dit. « Que fais-tu même à la maison? Je pensais que tu étais à l'école. » Joyce a répondu « Je suis rentrée samedi matin quand j'ai appris que tu partais pour ta conférence. Je voulais passer du temps en tête-à-tête avec papa. Et où diable est ton père? Il savait sur quel vol j'arrivais. Je l'ai attendu pendant plus d'1 heure. Je l'ai appelé probablement 10 fois, mais il n'a pas répondu. Tous les appels sont allés sur la messagerie vocale. Que diable fait-il de plus important que de venir me chercher à l'heure? » S'interrogea Joyce pour la première fois. Papa et Richie sont au parc du lac Anne. Joanne devint indignée. Pourquoi diable est-il là-bas et pas à l'aéroport? Ils sont en train de boire une bière ensemble, de se détendre et de renforcer leur lien, répondit Joyce. Je ne sais pas ce qui lui prend, mais je vais lui en faire baver quand il rentrera à la maison. Joanne monta les marches du porche et se dirigea vers la porte d'entrée. En essayant de l'ouvrir, elle la trouva verrouillée. Zut! Elle maudit et fouilla dans son sac à main pour trouver ses clés. Joyce l'observait avec amusement. Lorsque Joanne essaya d'ouvrir la porte avec sa clé, elle se rendit compte qu'elle ne correspondait pas à la serrure. « Que diable se passe-t-il ici ?» dit-elle frustrée. « Tes clés ne rentrent plus, maman. Papa a changé les serrures hier. Pourquoi diable a-t-il fait ça ?» se plaignit Joanne. « Elle fonctionnait bien quand je suis partie. » Se retournant vers sa fille, Joanne remarqua un tas de 7 ou 8 boîtes noires. Se retournant vers sa fille, Joanne remarqua un tas de 7 ou 8 sacs poubelles noirs à l'extrémité du porche. Il y avait aussi 2 boîtes en carton sur une table de patio et 2 grosses valises à côté de la rambarde. « Que font toutes ces affaires ici ?» demanda Joanne. « Demande à Joanne. Demande à Joanne. » Joyce se leva et regarda à l'extrémité du porche. « Ce sont toutes tes affaires, maman, toutes. Toutes. Tous tes vêtements sont dans des sacs poubelles, ainsi que tes chaussures et tout ce qui était dans la commode. Ton maquillage est dans l'une des boîtes en carton et tes bijoux dans une autre. Nous avons passé la moitié de samedi à emballer tes affaires. J'ai fait les valises moi-même. Elles contiennent ce que je pense dont tu as besoin pour le travail et les vacances à venir. Tu devrais prendre les valises, les boîtes et tous les sacs poubelles qui peuvent rentrer dans ta voiture. Richie récupérera ce que tu laisseras derrière toi et le mettra dans la salle de stockage que nous avons louée pour toi. » « Que se passe-t-il ici ?» s'exclama Joanne. Elle sentit un nœud se former dans son estomac. « Papa est au courant de tes liaisons extra-conjugales. »« Nous le savons tous, » répondit Joanne, pas tout à fait sûre de ce qu'elle disait. « Ça ne peut pas être vrai. J'ai été si prudente. Peut-être as-tu été prudente, maman. Bien sûr, papa ne se doutait jamais de ton adultère. Mais ton ami, Leonard Wilson, si. Beverly Dumont le soupçonne d'avoir une liaison depuis des mois. Ils ont découvert vendredi soir à quel point vous êtes tous les deux dupes. Ça ne peut pas être. J'étais à Atlanta et il était ici. Beverly a engagé un cabinet d'enquête privé pour vous espionner, toi et ton petit ami. Elle a installé une liaison vidéo et audio dans la chambre d'hôtel où tu séjournais. Les images en direct étaient transmises sur Internet, que Beverly avait mis en place pour visionner et enregistrer. Chaque geste que tu faisais, chaque mot que tu disais dans la chambre d'hôtel était surveillé et enregistré. « Oh non !» s'écria Joanne et s'effondra sur les marches à côté de sa fille. « Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être réel. » Après le départ de Beverly vendredi soir, papa a continué à regarder. « Je pense que ça l'a presque tué.
Il a beaucoup bu cette nuit-là et a fini par s'endormir sur le canapé devant l'ordinateur. Je suis rentré tôt samedi matin et je l'ai trouvé endormi sur le canapé. Alors que j'essayais de le réveiller, j'ai remarqué que l'ordinateur était allumé et affichait tout. Après avoir observé quelques minutes, j'ai réalisé que c'était toi et Monsieur Connard. J'ai laissé échapper un cri involontaire qui a réveillé mon père. Quand il a réalisé que c'était moi et a vu ce que je regardais, il a refermé violemment le couvercle de l'ordinateur et a dit « Tu n'étais pas censé voir ça ». J'ai commencé à pleurer et à demander à mon père ce qui se passait. Il ne voulait pas me dire, mais je l'ai obligé à tout me dire. Nous avons même rallumé l'ordinateur pour que je puisse voir ce qui se passait entre toi et Monsieur Connard. J'ai fait prendre une douche à papa et l'ai fait se rafraîchir. Ensuite, j'ai préparé une Vierge Marie pour l'aider avec sa gueule de bois, suivie d'un petit déjeuner léger et d'un café. Après nous être arrachés à l'ordinateur, nous avons essayé d'élaborer un plan d'action. Samedi après-midi, Richie est revenu du match de football et nous lui avons raconté ce qui s'était passé. Nous avons tous beaucoup pleuré. Et puis je me suis mis en colère. Nous nous sommes tous mis en colère. Comment oses-tu faire ça à notre père? En fonction de ce que tu as fait et de ce que tu as dit, Richie et moi avons décidé de te mettre dehors. Papa était d'accord. Nous avons passé le reste de la journée à emballer toutes tes affaires. Tu ne passeras pas un autre jour dans cette maison avec notre père. Johan bafouilla. Mais où vais-je aller? Que vais-je faire? Papa a eu la gentillesse de louer une chambre à la pension Hilton Extended Living près de ton bureau. Il a payé ton loyer pour 3 mois. Au fait, Beverly fait la même chose pour son mari, mais elle ne paye que pour sa chambre pendant 1 mois. Peut-être que vous vous rencontrerez ce soir, comparerez vos notes et vous amuserez à nouveau. Et peut-être que lorsque Monsieur Connard n'aura plus de loyer, il pourra emménager chez toi car il veut te voir. Et lorsque Monsieur Connard n'aura plus de loyer, il pourra emménager chez toi car il n'aura pas un emploi qui lui permettra d'avoir beaucoup de logements. Je ne veux pas quitter ma maison, sanglota Johan. J'aime Bill. C'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans lui. Joyce répondit sans émotion. Tu dois partir. Personne d'autre ici n'a besoin de toi. Ni papa, ni Richie, ni moi. De plus, tu dois savoir que papa a rendez-vous avec un avocat lundi. Il va demander le divorce. Non, 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 non. S'il te plaît, non, répondit Johan. Joyce continua son interrogatoire en rafale. Papa a l'intention de garder cette maison. Après tout, c'est son lieu de travail. De plus, il gardera la maison car Richie et moi vivrons avec lui. Et il aura la garde de Richie puisqu'il est encore mineur, mais assez grand pour choisir avec quels parents il veut vivre. Il n'y aura pas de pension alimentaire ni de paiement de pension alimentaire pour enfants puisque tu gagnes très bien ta vie en tant que courtier immobilier. Papa, qui a entièrement financé ton IRA, te laissera le garder, mais ne fera plus de versement dessus. De plus, tu devras désormais payer pour ta voiture, l'assurance auto, l'entretien et les impôts fonciers. Jeanne plongea son regard dans les yeux peu compatissants de sa fille. Comment peux-tu être si insensible? Papa m'a dit plusieurs fois à quel point il était tombé amoureux de toi dès votre première rencontre. Il m'a dit qu'il était aussi tombé amoureux de moi à ce moment-là. Il m'a dit qu'il ne m'aurait pas aimé moi même si vous aviez eu d'autres filles après votre mariage. Et moi, je ne pourrais pas l'aimer davantage même si c'était ma fille biologique. Je suis la petite fille de papa. Il a pris soin de toi et de moi pendant 20 ans. Il nous a offert une belle maison, de merveilleuses vacances, et a envoyé Richie et moi à l'université. Quand j'ai découvert ce que tu as fait à mon père, toute mon affection pour toi s'est envolée. Comment as-tu pu lui faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Dis-moi pourquoi. Jeanne, incapable de retenir ses sanglots, répondit, « Au début, je me suis laissé emporter par la pression de vendre la maison. Un homme séduisant et charmant m'a proposé d'acheter une maison coûteuse à un prix exorbitant si j'allais coucher avec lui. Je voulais vraiment montrer à Bill que je pouvais être une bonne agent immobilier et contribuer au budget familial, pas rester à la maison à ne rien faire. Quelques mois plus tard, quelque chose de similaire s'est produit, bien que je doive admettre que j'étais plus coquette avec ce client.
Ensuite, il est devenu évident que je pouvais me servir de mon charme pour vendre des maisons. Cela n'arrivait pas si souvent, peut-être quelques fois par an, mais cela semblait être un facteur dans le processus de vente. Je connaissais plusieurs autres agentes immobilières qui faisaient la même chose, certaines plus souvent que d'autres. Puis, il y a environ 8 mois, Léonard est arrivé au bureau. Il faisait la promotion de l'entreprise Dumont Steding et donnait des présentations à mes agents immobiliers. Certains ont commencé à faire appel à lui pour concevoir les maisons qu'il vendait. En conséquence, il a commencé à venir de plus en plus souvent au bureau. Il flirtait ouvertement avec moi. Je l'ai trouvé non seulement charmant, mais aussi séduisant. Nous avons commencé à déjeuner ensemble. Nous en sommes arrivés au point de nous tenir la main, de nous embrasser et finalement de nous embrasser. Un jour, il m'a emmené dans l'une des maisons mises en vente par mon agence. Il voulait me montrer à quel point elle était belle après l'avoir décorée. Parmi les décorations se trouvait un lit. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous nous retrouvions dans le même lit. C'est ainsi que notre romance a commencé. Donc d'abord tu es devenue une prostituée pour vendre des maisons, et ensuite tu es devenue une prostituée pour un vendeur à la langue bien pendue. Je pensais être très prudente, mais apparemment je ne l'étais pas. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ton père. J'ai essayé d'être aussi affectueuse avec lui que je l'ai toujours été. Joyce prit la parole. Tu as été prudente, maman. Papa n'a même pas réalisé que tu étais devenue une prostituée. Malheureusement, Monsieur Connard n'a pas été aussi prudent que toi, et Beverly a commencé à le soupçonner. Finalement, en faisant appel à une agence d'investigation privée, elle a découvert la vérité et a découvert qui tu étais. Elle a mis en place sa propre petite opération pour savoir définitivement quelle était l'étendue de ta relation avec Monsieur Connard. S'il te plaît, ma chérie, ne me chasse pas. C'est chez moi. Ton Bill a besoin de moi, supplia Jeanne. Je ne pense pas, maman, répondit Joyce. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, papa prépare le petit déjeuner pour Richie et moi le matin. Il nous préparait aussi nos déjeuners pour l'école. Comme il travaillait à domicile et gérait son propre emploi du temps, il faisait ses propres courses et emmenait nos vêtements au pressing. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est nettoyer la maison ou faire la lessive. Nous avons une femme de ménage pour ça. Il cuisinait aussi souvent le dîner quand tu disais que tu serais en retard pour telle ou telle raison. Joanne continua son argumentation. Mais ton père a aussi besoin de moi pour d'autres choses, comme la compagnie et l'intimité. Je ne pense pas que papa soit plus intéressé à socialiser avec toi. En plus, je serai là maintenant. Je retourne à la maison et je vais suivre des cours pendant les prochaines années. Richie fera de même. En outre, papa a toujours belle allure. Nous l'avons déjà convaincu de se raser la barbe. J'ai l'intention de l'inscrire à la salle de sport et de l'aider à perdre 20 livres. Et je lui cuisinerai des repas nutritifs qui l'aideront aussi. Quand il aura retrouvé sa forme, je l'emmènerai faire du shopping pour une nouvelle garde-robe, y compris des costumes, des survêtements, des vêtements décontractés, des chaussures, etc. N'oublie pas que Richie et moi allons le sortir plus souvent. Nous l'emmènerons à des événements sportifs scolaires et des représentations théâtrales. Papa deviendra plus cosmopolite et moins reclus. En ce qui concerne la compagnie féminine et l'intimité, j'ai une jolie professeure de convenance qui est divorcée depuis longtemps. Je vais l'emmener à l'école et jouer avec lui. J'ai une jolie professeure de convenance qui est divorcée depuis longtemps. Son fils et sa fille sont à l'université. Je pense qu'elle et papa formeraient un joli couple. De plus, il y a une jeune femme dans mon cours de dessin sur ordinateur qui est veuve et va à l'école grâce au plan de congé pour décès de l'État car son mari a été tué il y a 2 ans au Moyen-Orient. Elle a une petite fille à la maison qui est juste adorable. Elle et papa formeraient aussi un joli couple. Et n'oublie pas Beverly Demont. C'est une femme très jolie avec une belle silhouette. Ça ne me dérangerait pas s'ils se mettaient en couple. Joanne l'interrompit. Connais-tu la femme de Leonard? Où l'as-tu rencontrée? Beverly est passée à la maison en fin de matinée. C'est une dame très élégante et elle ne méritait pas ce que tu, un abruti, lui as fait. Beverly, papa, Richie et moi avons déjeuné ensemble tardivement. Et enfin, maman, continua Joyce, tu devrais savoir que je ne te laisserai plus toucher papa.
Joanne ressentit la profondeur de la colère de Joyce. Il se fait tard, maman. Avant que tu partes, j'ai quelque chose à te donner. D'abord, j'ai l'adresse de ta nouvelle maison et la clé de ton appartement. Joyce tendit une enveloppe en carton à Joanne. Ensuite, j'ai une collection de DVD pour que tu regardes. Beverly les a apportés lorsqu'elle nous a rendu visite aujourd'hui. Peut-être que toi et Zazran pourrez vous divertir avec eux le soir. Recevant les cadeaux, Joanne s'effondra sur les marches du porche. Ils étaient la preuve physique que son avenir avait effectivement changé de manière aussi inimaginable que Joyce l'avait décrit. Maintenant, maman, je dois y aller. Je retrouve papa et Richie ce soir dans un joli restaurant où nous allons faire des projets pour l'avenir. S'il te plaît, Joanne supplia. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour atténuer la douleur? Pour mériter une seconde chance? Pour être pardonné? Je ne vois rien, maman. Peut-être qu'avec le temps, nous trouverons une solution. Richie et moi finirons probablement par te pardonner car tu es notre mère. Papa te pardonnera probablement aussi, mais ce ne sera pas de sitôt.